Salut à tous, aujourd'hui on va parler comme prévu du nombre d'or, 1,618. Dans le milieu, le nombre d'or a un petit surnom bien valorisant, c'est la divine proportion. Mais qu'est-ce qui fait que ce nombre est au-dessus des autres, qu'il est supérieur? Pourquoi, par rapport à un nombre lambda, on l'appelle le nombre d'or? En plus, c'est même pas un nombre rond, 1,618 ce n'est qu'une approximation. En vrai, la valeur exacte c'est 1 plus racine de 5, le tout sur 2. Mais je te préviens, dans cette vidéo, je vais essayer de t'épargner au maximum tous les calculs mathématiques, toutes les démonstrations, pour essayer de se concentrer au maximum sur l'interprétation. Pour commencer, le nombre d'or, aussi appelé par la lettre grecque phi, est très présent dans le corps humain. Cette idée a surtout été démocratisée par Léonard de Vinci lorsqu'il a dessiné l'homme de Vitruve. L'homme de Vitruve représente donc un corps humain qui respecterait à la perfection les proportions du nombre d'or. Mais toi aussi avec ton corps, tu peux vérifier. Par exemple, tu prends la distance de tes pieds jusqu'à ton nombril, tu multiplies par 1,618 et là tu tombes sur ta taille totale. Tu prends ta première phalange là, tu la multiplies par 1,618, tu tombes sur la taille de la deuxième phalange. Ensuite, tu prends les deux premières phalanges, tu multiplies par 1,618 encore, tu tombes sur la distance de ton doigt entier. Tu prends la largeur de ton nez, tu multiplies par phi, tu arrives sur la largeur de ta bouche, et encore, tu prends la largeur de ta petite dent. Je sais pas si petite dent c'est le terme scientifique pour la désigner. Enfin bref, tu prends cette largeur là, tu la multiplies par le nombre d'or et tu tombes sur la taille de ta grande dent juste à côté. Et donc avec tous ces petits calculs, il y a forcément des distances que tu retrouves plusieurs fois dans ton corps. Par exemple, ton avant-bras de là à là mesure exactement la même taille que ton pied. Ton petit doigt mesure la même taille que ton nez, et ton doigt là mesure la même taille que ta langue. Non, ça c'est des conneries ça. Le coup de la langue c'est une connerie, c'était pour voir si t'allais foutre le doigt dans ta bouche. Néanmoins, il faut nuancer cette proportion. En général, c'est à peu près égal à 1,618. Mais, bien entendu, chaque être humain reste unique dans ses proportions. Et heureusement d'un côté, sinon on ressemblerait tous à la même chose, toutes les mêmes proportions. On serait une sorte de bande de clones, tous aussi beaux les uns que les autres. Pourquoi beau? Parce que oui, la beauté est a priori un critère subjectif, sauf qu'on voit qu'il y a une forte corrélation entre nombre d'or et beauté. Et je vais t'expliquer. Pour exemple, un chirurgien esthétique a réussi à créer un masque qui est censé représenter les dimensions parfaites pour un visage humain, et il l'a créé uniquement grâce à phi. Alors déjà, ce masque va parfaitement à Tom Cruise et à Kate Moss, qui sont, subjectivité ou non, plutôt pas dégueulasses. Mais ce chirurgien utilise ce masque pour opérer, c'est-à-dire que lorsqu'un patient vient le voir pour lui dire qu'il a un menton trop en retrait, un nez trop long, une pommette trop large ou une arcade trop petite, il va essayer, après l'opération, que le visage du patient tende vers ce masque, en gros que les nouvelles proportions après opération tendent vers phi pour que le visage soit plus harmonieux. En d'autres termes, il va corriger les défauts du visage grâce au nombre d'or. Dans ce cas, oui, on peut dire que phi détermine la beauté, mais uniquement en dimension. Il y a d'autres critères de beauté qui sont extrêmement subjectifs et qui sont totalement indépendants du nombre d'or. Comme par exemple la couleur des yeux, la couleur des cheveux, le teint de la peau, la coupe de cheveux, et j'en passe. Alors là, pour continuer à comprendre le reste de la vidéo, on va partir sur un petit atelier géométrie. On va faire un peu de dessin. On va commencer par dessiner un rectangle d'or. Alors qu'est-ce qu'un rectangle d'or? C'est un rectangle, si on multiplie sa largeur par 1,618, on arrive exactement à la taille de sa longueur. Chaque rectangle est composé d'un carré plus d'un autre rectangle. Mais ce qui est fascinant avec un rectangle d'or, c'est qu'il est composé d'un carré et d'un autre rectangle d'or plus petit proportionnellement. Donc on va continuer à extraire encore chaque carré dans chaque rectangle pour à chaque fois avoir un rectangle d'or encore plus petit. Et maintenant, pour continuer la construction, il faut faire un quart de cercle dans chaque carré. Bon, t'as dû te rendre compte que j'avais pas de compas, donc j'ai pris un vieux bout de ficelle avec un marqueur rouge. Et au final, grâce à ce dessin, on tombe, aussi dégueulasse soit-elle, sur une spirale d'or. Et cette fameuse spirale d'or, on la retrouve très souvent dans la nature. Pour exemple, si on peut rester sur le corps humain, ton oreille, elle est construite à partir d'une spirale d'or. Ou encore la courbe des œufs, certains coquillages, tous les mollusques qui possèdent une coquille, on retrouve le schéma de la spirale d'or. Et aussi, on peut se rendre compte que énormément de plantes suivent ce schéma. À plus grande échelle, on peut retrouver ce schéma dans les tornades. Et encore à plus grande échelle, on peut retrouver une multitude de spirales d'or qui vont composer des galaxies dans l'univers. Grâce à toutes ces constatations, certains voient la marque irréfutable d'un créateur, une sorte de signature divine, de Dieu par exemple. D'autres pensent qu'en ayant trouvé le nombre d'or, on a réussi à décrypter la nature,
à comprendre son algorithme de création si tu veux. Et d'autres encore pensent que tout ce qui est autour de nombre d'or, ce n'est qu'une spéculation humaine, que l'homme cherche à expliquer la nature en la réduisant à un simple calcul mathématique. Là on va quitter un petit peu la nature, et tu vas voir que l'homme, peu importe sa civilisation, peu importe son époque, a toujours énormément utilisé le nombre d'or dans l'art. Parlons encore un petit peu de Léonard de Vinci avec son œuvre la plus connue, la Joconde. Il a rigoureusement appliqué les proportions du nombre d'or pour peindre ce tableau. Que ce soit dans la longueur du nez, de la bouche, le placement des yeux, la naissance du front. Pour rester dans la peinture, d'autres artistes ont utilisé le schéma du nombre d'or pour placer leurs personnages ou leurs monuments importants sur des tableaux. On peut voir que ce qu'ils faisaient avec certains tableaux, nous aujourd'hui on l'utilise en faisant de la photographie. Si tu as fait un petit peu de photos, tu dois connaître la règle des tiers. En gros, lorsque tu prends des photos avec un réflexe par exemple, tu as ce qu'on appelle des lignes de force. C'est-à-dire que tu as deux lignes verticales et deux lignes horizontales qui vont séparer ton objectif en 9 cases différentes. On appelle ça la règle des tiers, car tu as 3 tiers à la verticale et 3 tiers à l'horizontale. Et on va voir que cette règle de tiers est en fait une simplification du nombre d'or. Regarde par exemple, j'ai pris ce chien en photo. Tu peux voir que sur la première photo, l'élément important de la photo qui est le chien, je l'ai placé au milieu. Et sur la seconde photo, j'ai placé l'élément important, donc toujours le chien, sur une ligne de force. Tu constates forcément que la deuxième photo est plus harmonieuse que la première. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ça s'explique d'un point de vue mathématique. C'est-à-dire que lorsque tu places un personnage sur une ligne de force, la distance qui est devant lui, tu peux multiplier cette distance par 1,618 et tu arriveras à peu près à la distance de la photo. Voici encore un exemple qui renforce l'idée selon laquelle les bonnes proportions sont créées à base du nombre d'or. Maintenant on va partir dans l'architecture et on va aller voir du côté des Égyptiens, on va aller voir la pyramide de Khéops, qui est la plus grande des pyramides de Gizeh et qui a longtemps été considérée comme le monument le plus grand et le plus massif que l'homme a créé. En effet, cette pyramide qui porte son nom du pharaon Khéops a été construite en moins 2600 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a plus de 4500 ans. Certains historiens même s'accordent à dire que c'est la première fois que l'homme a utilisé le nombre d'or dans l'architecture. Nous revoilà encore partis avec nos petits dessins. Donc là je vais te faire un schéma de la pyramide de Khéops. Bon par contre les longueurs ne seront pas à l'échelle. Et on va se rendre compte que la pyramide de Khéops est composée de deux triangles dorés de Pythagore. Alors c'est quoi un triangle doré de Pythagore? La base que je suis en train de souligner en rouge est égale à 115,1525 mètres. Maintenant je vais souligner en rouge la pente, et cette pente là est égale à 186,3393 mètres. Et quand tu divises la pente par la base, tu tombes exactement sur le nombre d'or, tu tombes exactement sur 1,618. Mais là où ça va encore plus loin, c'est que la hauteur de la pyramide que je viens de souligner en rouge est à peu près égale à 146,5 mètres. Et 146,5 mètres, c'est la base fois racine carrée de phi. Le triangle que j'ai entouré en rouge est donc un triangle doré de Pythagore. Et tu peux voir qu'il représente en quelque sorte la moitié de la pyramide. Donc on peut affirmer que oui, la pyramide de Khéops est composée de deux triangles dorés de Pythagore. En dehors de phi, la pyramide de Khéops c'est vraiment une construction époustouflante. Enfin tu peux voir que la chambre de roi se situe à peu près 42,9 mètres du sol. Et à cette hauteur là, si tu fais l'air de la surface à cet étage, c'est exactement égal à la moitié de l'air total de la base au sol, à 0,01% près. C'est une précision vraiment époustouflante, parce qu'à l'époque ils avaient une technologie qui était encore très limitée, donc faire des calculs avec une aussi grande précision, c'est tout simplement admirable. Ce n'est pas la seule pyramide construite avec le nombre d'or, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Restons encore un petit peu dans l'architecture. S'il y a bien un peuple de l'Antiquité qui est fasciné par la beauté, et bah c'est les Grecs. Donc les Grecs, la civilisation grecque, dès qu'elle a découvert le nombre d'or, ah bah là ils se sont régalés, parce que eux c'est vraiment un peuple qu'on peut qualifier de superficiel. Enfin ce que je veux dire, superficiel pas dans le mauvais sens, c'est qu'ils associent énormément la beauté avec le bien. C'est-à-dire que ce qui est beau est forcément bien, et donc ce qui est bien est beau. On va aller voir le Parthénon, qui est un temple construit en l'honneur d'Athéna, mais tu peux voir que ce temple ne comporte pas quelques références au nombre d'or, non non, il est exclusivement construit grâce à lui. La construction de ce monument est tout simplement un enchaînement de rectangles d'or. On peut dire que les Grecs n'ont absolument rien laissé au hasard. Ou encore, tu regardes le théâtre d'Épidore, tu vois qu'il y a deux rangées de gradins. Tu prends la plus petite des rangées de gradins, tu la multiplies par 1,618 et tu tombes sur la distance de la deuxième rangée de gradins. Et ça encore, ce n'est pas un hasard. Et chez les sculpteurs grecs,
dès qu'ils devaient faire des sculptures de dieux, de demi-dieux ou de héros, ils utilisaient bien entendu les références et les proportions au nombre d'or. C'est là que le surnom Divine Proportion prend tout son sens. Aussi, tu as dû forcément entendre parler du Corbusier, enfin Le Corbusier, c'est un architecte français qui, durant beaucoup de ses travaux, a utilisé le nombre d'or pour créer des bâtiments. Et un de ses exemples les plus connus, c'est la Cité radieuse à Marseille, qui est un bâtiment uniquement construit grâce au nombre d'or, grâce à Phi. Alors pour conclure, parce que là on va arriver vers la fin de la vidéo, oui, l'homme a utilisé le nombre d'or dans l'art, dans l'architecture, c'est indéniable, car en plus de pouvoir constater les rapports des proportions, on a eu des témoignages des artistes qui vont affirmer utiliser le nombre d'or. Mais par contre, dans la nature, il y a de nombreux contre-exemples, que ce soit les rapports avec ton corps humain, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit des spirales dans la nature qui sont absolument pas des spirales d'or, il y a beaucoup de contre-exemples. Et tu peux voir qu'un humain qui respecte un peu moins le nombre d'or qu'un autre, va pas forcément moins bien vivre, ça n'aura aucun sens. Donc la question qui serait légitime de se poser, c'est est-ce que l'homme a découvert le nombre d'or, qu'il existait déjà, ou alors est-ce qu'il l'a inventé? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un développement d'une certaine paranoïa autour du nombre d'or, qui nous fait voir du Phi partout, un peu sans raison? Car quelque part, ça nous arrange, ça nous rassure, ça nous donne une impression de comprendre. Est-ce que ce n'est pas encore un fantasme supplémentaire de l'homme qui aimerait démontrer le fonctionnement de la nature de manière rationnelle? Est-ce que ce serait pas une simplification de l'homme avec un vulgaire calcul, mais qui serait globalement faux? Donc voilà, je vais te laisser cette petite question, donc tu y réponds ou pas, c'est une grande ouverture. Bon, maintenant il va te rester un peu de temps dans la soirée pour pouvoir mesurer tes phalanges, tes pieds, tes avant-bras, enfin ce que tu veux, tu t'amuses comme tu veux. Bon allez, à bientôt et à la prochaine. Du côté de Europe, c'est un satellite de Jupiter qui est recouvert d'une couche glaciaire. Sauf qu'il y a des bonnes raisons de penser que sous cette couche glaciaire, il y a de l'eau liquide. C'est-à-dire une forme d'océan enveloppé dans de la glace. Et allons encore plus loin, voir un satellite de Saturne, le plus gros, Titan. En plus d'avoir un prénom beaucoup plus classe que Uranus, Titan possède pratiquement la même atmosphère que notre Terre primitive. Quand je dis Terre primitive, c'est notre planète à nous, mais il y a quelques années en arrière. 2-3 milliards par là, 2-3 milliards.